Bonjour Elodie. Bonjour Lilia. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Ce qui m'avait vraiment interpellée chez toi dans ton parcours, c'est le fait que tu es immigré au Canada et que tu es cofondé ta société avec ton cofondateur, son collègue. La première question que j'ai envie de te poser, c'est de te présenter à ta façon, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que l'invité pour se présenter. Ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est ça. Moi, c'est Elodie, cofondatrice d'Upcycly. Ça fait maintenant 10 ans que je suis arrivée au Canada. À la base, je travaillais dans une école spécialisée en jeux vidéo et cinéma d'animation 3D à Paris. Et on m'a lancé le défi de venir monter le campus en fait à Montréal, parce qu'on venait tout juste d'ouvrir l'école ici, et on m'a demandé de faire le switch. Donc je suis arrivée avec un permis de travail jeune professionnel, et au total je suis restée 7 ans dans cette école, donc 3 ans à Paris et 4 ans à Montréal. Et en arrivant à Montréal, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Au bout de, je pense, une semaine, au grand désespoir de ma famille et mes amis, je me suis dit non, pas sûr que j'ai envie de faire le chemin en arrière. Et en tant que grande passionnée de vêtements, depuis toujours, depuis que je suis petite, j'avais envie de créer quelque chose ici. En France, j'organisais beaucoup d'événements d'échange de vêtements. On avait nommé ça des troc parties à l'époque. Et j'ai vu que le seconde main à Montréal, c'était quelque chose de très développé. Les gens avaient cette vibe qui était encore très différente en France. C'était très nouveau, en fait. Et je me suis lancée là-dedans, en créant mes propres événements. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'avoir Christopher, mon associé, mon ami de toujours. On s'était rencontrés aussi à l'époque à Paris, dans l'école, où on travaillait tous les deux, qui m'a rejoint au Canada. Et puis on s'est dit tiens, pourquoi pas démarrer une vraie aventure entrepreneuriale, un peu bancale, on teste, on verra ce que ça donne. Et puis c'est ça qui nous a amené à lancer notre entreprise et à être on appelle ça des entrepreneurs un peu 2.0, voilà, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que avant d'immigrer au Canada, tu avais en tête de lancer ton entreprise déjà quand tu étais en France, ou c'est vraiment en venant ici et en rencontrant ton collègue que tu t'es décidé de lancer ton entreprise? Ouais, très bonne question. Moi, je pensais pas du tout avoir l'âme d'une entrepreneur. Christopher, lui, était déjà entrepreneur à Paris. Il avait le goût de faire découvrir ça à tout le monde. Moi, j'étais très fébrile parce que je pense que j'aime ce qui est confortable. Et l'entrepreneuriat, ça avait l'air zéro confortable, même si on m'a convaincue du contraire. Et puis, en même temps, c'est bien de se lancer aussi. Donc, c'est sûr que c'est venu avec le temps. On a fait plein de projets avec Christopher, toujours liés aux vêtements. Je pense qu'on avait cette connexion qui faisait que on pouvait switcher d'une idée à une autre sans trop se prendre la tête, sans mener à bien vraiment quelque chose de très concret. Puis c'est vraiment quand on a décidé de lancer Upcycly qu'on s'est dit ok, je pense que là on a quelque chose, puis go, on y va. Donc non, j'étais pas du tout une entrepreneur dans l'âme. Je suis pas issue d'une famille aussi où il y a des entrepreneurs, pas du tout. Un cercle aussi d'amis, un entourage, pas d'entrepreneurs non plus. Donc je suis sortie un petit peu du lot. Et quelles étaient tes craintes avant de te lancer? Il y en avait plein. Je pense que l'inconnu déjà. Puis le fait de se dire ok, est-ce qu'on va réussir à garder une stabilité, tous ces points-là. Mais bon, comme on dit, le courage c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc Et je me demande, est-ce que tu as eu une expérience en salariat avant de devenir entrepreneur? Oui. Je travaille depuis que j'ai, je pense, 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait mes études en alternance aussi. Donc, très vite, le contexte juste scolaire était peut-être moins fait pour moi. Donc, j'ai fait travail et études, puis ça me convenait mieux. Donc, c'est ça, ça fait très longtemps que je travaille et je pense que c'est essentiel de passer par une expérience de salariat, au moins une ou deux, pour se confronter à différents types de management
différentes méthodologies de travail aussi, avant de se lancer, si on peut dire, à son compte, parce que c'est quand même beaucoup de travail et ça demande de la structure. Ouais. Et dirais-tu que il y a certains profils qui performent mieux en entrepreneuriat ou que c'est quelque chose que tout le monde peut faire parce qu'il s'agit de quelque chose qu'il suffit d'apprendre? J'ai l'impression que ça s'apprend pas vraiment, que il n'y a pas un profil type. Quand on parle avec des entrepreneurs, on se rend compte qu'il y a vraiment tout type de profil. Des gens qui ont fait des grandes études, d'autres qui ont arrêté très tôt, d'autres qui qui sont issus de familles d'entrepreneurs, d'autres pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de cadre défini pour ça. Par contre, ça demande beaucoup de courage, de résilience, de se dire ok. Ça va pas être forcément facile tous les jours. C'est un peu les montagnes russes aussi. Je pense que à partir du moment où on est bien outillé, qu'on sait s'entourer aussi, puis qu'on est capable de demander de l'aide quand on est bloqué, on peut tout faire. Donc il n'y a pas un profil d'entrepreneur. Je pense que c'est accessible à tous ceux qui veulent l'essayer. Et puis moi j'aime ça, me dire qu'il n'y a jamais rien qui est figé dans la vie. On peut être entrepreneur, redevenir salarié, puis redevenir entrepreneur, puis finalement se mettre un peu en arrière, puis accompagner des entrepreneurs. Il y a plein de schémas possibles. Je suis curieuse de savoir comment s'est déroulée la transition entre le moment où tu quittes ton emploi pour devenir entrepreneur. Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Est-ce que tu as gardé un pied dans le salariat et sur le côté, tu menais à bien ton entreprise? En fait, au départ, on a commencé avec Christopher et des amis à travailler sur Upcycly, si je dis pas de bêtises, en 2017. On a lancé notre application en 2019, donc ça a quand même pris du temps. Moi, j'ai donné ma démission en février 2019, puis j'ai quitté officiellement en juin 2019. J'avais très peur, je me suis dit dans quoi je m'embarque. J'avais mon socle, donc mon socle c'était Christopher, il m'a dit mais t'inquiète, on y va, ça va le faire, puis on teste, puis si ça marche pas au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets. On s'était préparé. Depuis le début, en fait, on s'autofinançait, donc on avait cette chance-là d'avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir aussi démarrer un projet entrepreneurial. Donc c'était pas préparé, c'était un peu un coup de tête au départ de se dire ok, allez, je le fais, je quitte le salariat, je connais que ça, mais c'est pas grave, j'ai confiance. Puis nous, on a eu aussi cette période Covid finalement, parce qu'on s'est lancé, puis pas très longtemps après, on rentrait en période de pandémie, donc ouais, c'était pas facile, mais on l'a fait quand même. Donc ouais, c'était pas vraiment préparé. On a dit qu'on allait suivre le flow, puis c'est un peu ce qu'on a fait. Et comment vous avez fait pour vous diriger vers les bonnes ressources pour vous aider? Parce que ça doit pas être évident au début en commençant. Il y a beaucoup d'accompagnateurs dans le domaine entrepreneurial, beaucoup d'incubateurs. Donc, comment vous vous êtes retrouvés dans tout ça? On a été très chanceux parce que je pense qu'on a cette capacité à développer un réseau, l'entretenir. Donc, Christopher était lui aussi dans le domaine du jeu vidéo. Quand il est arrivé à Montréal, on l'a intégré très facilement aussi à des réseaux qu'on avait avec l'école. On a rencontré une personne qui s'appelle Marie-Ange, qui à l'époque travaillait à HEC. Puis, on a fait une connexion pour qu'elle vienne donner des cours dans l'école dans laquelle je travaillais. Elle a fait une présentation. Elle a parlé d'un parcours entrepreneurial aux étudiants qui était tout nouveau, qui était ouvert en fait aux étudiants d'HEC et pas encore aux externes, mais c'était visiblement un peu dans ce qui était prévu sur le long terme. Puis l'année d'après, c'était ouvert en dehors des étudiants d'HEC. Puis nous, quand on a lancé Upcycly, on pensait pas forcément à faire un parcours entrepreneurial. Puis on s'est dit, pourquoi pas recontacter Marie-Ange? C'est ce qu'on a fait. Puis on est passé à travers le processus en fait de l'incubateur de la base entrepreneuriale d'HEC Montréal. Et là, c'était fou parce que nous, on avait déjà lancé notre application, on avait déjà des ventes, on avait des clients, mais on n'avait pas pensé à notre modèle d'affaires plus que ça et on s'était pas dit ok, comment on va faire de l'argent en fait avec ça.
dans un coin de notre tête, mais on était comme pas pressés. On voulait déjà bâtir une communauté. Et en fait, c'est ça. On s'est dit, un parcours entrepreneurial, peut-être que c'est une bonne solution pour nous donner un peu cette structure. Et c'est comme ça qu'on est rentré, en fait, au parcours de la base. On a fait l'incubateur Entreprisme pendant, je pense que c'était pendant 6 mois, je sais plus exactement. Et à la fin de ça, on s'est dit, est-ce qu'on tente l'accélérateur? On s'est dit, on n'est peut-être pas prêt pour faire l'accélérateur de la Banque nationale, qui était la suite, en fait, pour les entreprises en croissance. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, accélérateur, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? En fait, l'accélérateur, c'est une suite logique quand on a fait un programme d'incubation. Donc, le programme d'incubation, il est plus là pour définir le modèle d'affaires, tester ton marché. Et puis, à partir du moment où tu as validé ça, là, il faut passer vraiment à l'action. Puis, il faut accélérer. Donc, faut croître. Et l'accélérateur, il est là pour t'aider justement, soit gagner des parts de marché si tu veux rester au Canada, ou si tu veux développer les marchés internationaux pour faire des ventes en dehors du pays. Donc voilà, on est confronté aussi à tout type d'entreprise, à différents niveaux. Puis nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était pas encore rendu au niveau de la croissance, mais on s'est dit, on va quand même faire le pitch. Et notre pitch était mauvais. C'était 2 minutes. Je me souviens qu'on avait la porte à moitié ouverte. Le pitch commence, on se dit, oh mon Dieu, on a déjà perdu genre 2 secondes, 3 secondes à fermer la porte. Puis on s'est dit, ok, on va pas être pris parce que notre pitch était pas super, c'était un peu bancal. Puis 3 semaines après, on reçoit la lettre qui dit, on vous attend en septembre, donc en accéléré de septembre à décembre, avec des pitchs, je pense, 1 fois par mois sur différentes thématiques. Et on s'est dit, oula, ok. On passe dans une autre cour, là. C'est une autre game. Et comment on se démarque dans un pitch face à toute cette concurrence? Et parce que je me dis, vous démarquez peut-être avec le côté développement durable, c'est de la seconde main. Et est-ce que ça va au-delà de la seconde main? Oui, c'est sûr. Il y avait vraiment tout type de projet. Nous, on était les seuls en textile. Puis c'est sûr que ce qui a fait, je pense, qu'on se démarquait avec Christopher et Upcycly, c'est que on voyait aussi plus loin que la seconde main. On voulait proposer d'autres choses. Très vite, la question du pivot est arrivée en même temps que la grosse compétition est arrivée, parce que on a quand même fait face à l'arrivée de Vinted. À la base, c'était déjà un marché compétitif, mais il y avait que des acteurs, on va dire, locaux, puis 2 grosses entreprises, on peut dire internationales, qui étaient sur le marché, puis il y avait nous. Donc, et puis on faisait foncièrement la même chose. Vinted, on était souvent comparés aux petits Vinted québécois. En attendant que le grand Vinted arrive, on le savait que c'était qu'une question de temps. Donc, c'est sûr que dès le début, nous, on a vraiment évalué notre compétition. Je pense qu'on a regardé qu'est-ce que les compétiteurs faisaient peut-être de moins bien, sur lesquels nous, on pouvait gagner en fait en popularité aussi, dans notre façon de faire. Et puis, on a testé beaucoup de choses pour être capable de dire ça marche, ça marche pas. Et on est capable de pivoter très très vite aussi, du fait qu'on est une petite équipe et que on sollicite les conseils. On est capable de s'adapter très vite aussi au changement du marché. Puis c'est comme ça qu'on a fait face à l'arrivée de Vinted, qu'on pensait mourir dans les 24 heures qui ont suivi leur annonce. On nous a dit, mais quand une pizzeria ouvre dans un quartier qu'elle est super populaire et puis que 6 mois, 1 an après, il y a une chaîne qui ouvre, Domino's Pizza, est-ce que vous croyez que la petite pizzeria de quartier, elle va fermer? Non, elle va proposer d'autres recettes, elle va innover. Et je pense que notre capacité à innover très vite, c'est ce qui a fait aussi une grosse différence. Puis, on s'est dit, ok, le marché de la seconde main, il évolue aussi. C'est aussi pour ça que on a commencé à faire un pivot partiel au moment de l'arrivée de Vinted, grâce à une opportunité qui s'est offerte à nous. Ça arrive de temps en temps. Et puis finalement, on a mis, je pense, 2 ans à faire notre pivot total. Donc aujourd'hui, on n'accompagne plus sur le seconde main. On est vraiment dédié en fait à proposer des solutions aux marques locales sur la gestion des invendus et des imperfections de production, en fait, des collections qui sont faites ici. Donc on a changé de segment. On a quand même conservé notre communauté, donc on est très content de ça. Mais
pour répondre à ta question au départ sur qu'est-ce qui faisait la différence entre nous et les autres, c'est tout ça en fait. Et ça fait 6 ans qu'on est en activité. Donc voilà, on est quand même fiers du chemin qu'on a parcouru, même si parfois c'était difficile. Bah oui. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans votre équipe? Parce que vous avez commencé sûrement avec 2, vous, toi et Christopher. En fait, on était nombreux au début. Donc on avait une équipe que Christopher avait constituée essentiellement avec des amis de longue date. Ça matchait bien parce qu'on était très complémentaires en termes de compétences et de ce qu'on avait à apporter au projet. Donc on est resté pendant, je pense, une bonne année en équipe complète. Donc on était 5, je crois que c'est ça. Après on a eu une équipe de stagiaires, ce qui fait que ça a agrandi l'équipe. Après l'équipe de départ s'est réduite parce que tout le monde avait d'autres projets aussi. Donc on s'est retrouvés après à 2 avec Christopher, puis à 3, puis après 4. Et là depuis je pense 2 ans à peu près, on est juste tous les deux. On se fait accompagner quand il y a des besoins spécifiques. Mais on aimerait ça agrandir l'équipe. Puis c'est l'objectif aussi parce que on peut pas jouer tous les rôles. Ça, on l'a bien compris. Donc, en tout cas, on aimerait ça pouvoir intégrer d'autres personnes bientôt. En tout cas, de ce que je comprends, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, et c'est ça l'entrepreneuriat. Quelles ont été les principaux embûches mentales, les gros défis? Ouais, je dirais que la première chose, c'est l'immigration, tout simplement, parce que on est tous les deux arrivés avec des visas. Christopher un visa ouvert, moi un visa fermé avec mon entreprise. J'ai très vite démarré les démarches pour faire tout le processus classique, CSQ, demande de résidence permanente, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas accessibles en fait aux entrepreneurs qui n'ont pas au minimum un CSQ. Puis un certificat de sélection du Québec, c'est de plus en plus lent à obtenir. Donc les enjeux d'immigration, ça c'était une première problématique. Et puis tout ce que ça déclenche aussi en termes de santé mentale, de se dire mince, est-ce qu'on va pouvoir rester sur le territoire? Puis quand moi ça se sécurise, là ça devient dangereux pour Christopher. Lui c'était pareil, il était entrepreneur, donc c'est pas non plus les mêmes conditions pour accéder à la résidence permanente. Puis on a tenté un coup de poker parce que il a réussi à appliquer au visa entrepreneur qui était fermé depuis plusieurs années. Finalement, ils l'ont réouvert au bon moment. Il a appliqué, il y avait que 20 places de disponibles. Puis il a été sélectionné avec Upcycly. Donc ça aussi, c'est pour nous, on s'est dit waouh, la reconnaissance de se dire que le dossier d'immigration de Christopher est passé entre les mains du ministère. Puis ils ont dit ouais, ok. Il y a un potentiel pour cette entreprise. Donc, c'est sûr que il y a des hauts et des bas. On a eu quand même pas mal de réussites dans tout ça. Le Covid, l'inconnu, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer avec cette période de pandémie? Nous, on est une plateforme de revente de vêtements de seconde main. Les gens font des remises en main propre. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Finalement, cette période-là, pour nous, a été quand même une belle période. Il y avait beaucoup de ventes sur notre application. On était très contents. Et puis après, tout simplement les aléas de la vie, moins d'argent parce que l'argent va dans l'entreprise, puis on s'autofinance, on s'endette aussi à titre personnel parce que l'entreprise peut pas emprunter d'argent, donc on s'endette tous les deux chacun de notre côté. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin là du remboursement de nos dettes, donc on est content aussi. Mais tous ces enjeux-là, puis l'entrepreneuriat, ça isole. On a eu la chance quand même d'avoir une super cohorte, même malgré tout, quand on a fait l'incubateur, on était à distance. On avait des cours en présentiel, puis d'un coup, plus rien. On se retrouve tous chez nous à faire tout ça sur Teams. C'était pas évident. Puis après, on a eu les bureaux aussi pendant une période, mais tout ça a été accessible de façon très temporaire finalement par rapport à ce qui était prévu. D'autres entrepreneurs qui ont des défis à relever, on partage beaucoup, mais souvent c'était difficile de dire eux aussi ils rencontrent des galères, eux aussi, comment on peut s'entraider. Donc la santé mentale, c'est vraiment quelque chose que on privilégie pas au départ. On se met de côté, on voit moins de monde parce que tout doit aller dans l'entreprise. On a du travail, on travaille sans tenir compte de si c'est lundi ou si c'est dimanche. Les horaires
on va répondre à des courriels à 11h du soir. C'est pas normal. Donc, c'est sûr que tous ces enjeux-là, on les a traversés aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. On est capable de se dire, hey, il y a une limite quand même. On est capable de les franchir quand c'est nécessaire, mais on a appris aussi à se respecter dans notre travail et à prendre conscience qu'on peut pas jouer tous les rôles non plus. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez réussi à adopter quand même une vie saine. On essaye. On n'est toujours pas des modèles, hein, faut pas se mentir, mais déjà on s'accorde beaucoup de temps off, des temps aussi pour profiter juste entre amis et pas en tant qu'associés, parce que avant tout on est des amis. Puis on a besoin de mettre de la légèreté aussi. C'est très important. Ça peut pas être juste l'entreprise. Faut qu'on soit équilibré parce que mine de rien ça passe par nous. Et si nous on fonctionne pas, si on n'a pas la santé, l'entreprise elle a plus lieu d'exister non plus. Donc c'est vraiment important de se focaliser là-dessus. Parce que ça fait des grandes choses quand on est bien outillé, bien équilibré, on va plus loin aussi. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vivre de votre entreprise ou vous faites autre chose sur le côté? Comment ça se présente? C'est la grande question. On fait tous les deux autre chose sur le côté, par choix. Aujourd'hui, tout ce que Upcycly génère est réinvesti dans le développement du projet. Aujourd'hui, on aurait la capacité de se mettre tous les deux à temps plein, mais c'est pas un souhait pour l'instant. On préfère capitaliser sur le côté avant de se remettre à temps plein, sachant qu'on a été temps plein pendant presque 2 ans et demi, 3 ans, et puis on a été à temps plein aussi de façon alternée. Quand moi j'ai repris le travail, Christopher était à temps plein. Quand Christopher est au travail, moi j'étais à temps plein. Puis il y a eu des périodes où on a été à temps plein ensemble. Je sais que Christopher, lui, pourrait se remettre à temps plein sur Upcycly. Moi, j'ai un peu plus de difficulté à me dire que c'est le moment. Peut-être plus tard. Je pense que ce que je fais aussi sur le côté me permet de m'équilibrer d'une autre façon parce que je développe des compétences sur quelque chose que j'aime faire. En parallèle, je fais du recrutement. Je suis chasseur de tête. Mais surtout parce que aujourd'hui sur Upcycly, on joue tous les rôles. Et moi, je suis pas à l'aise à jouer tous les rôles, à porter toutes les casquettes. J'aime bien en porter que 1, 2, 3 maximum. Mais la réalité, c'est que à 2, on en porte plus que 6. Donc, tant que je serai pas capable de me dire, OK, je fais juste ça. Par exemple, si on me dit, regarde, tu fais juste du développement de partenariat. C'est ta job, tu fais que ça, mais ta tête n'apparaît pas sur Instagram, tu dois pas faire du contenu. Je donne des exemples comme ça parce que c'est des exercices qui sont pas forcément faciles. Ça serait différent. Alors que ma job actuelle, voilà, c'est ça. Je suis pas trop mise de l'avant, je fais mon travail, je performe. C'est différent que de porter toutes les casquettes. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que être entrepreneur et être à temps plein dans sa business, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Je dis pas que c'est viable et c'est ce qu'il faut faire, de se diluer, d'avoir 2 jobs, 3 jobs, parce qu'on connaît des entrepreneurs dans notre entourage qui cumulent plus que 2 jobs. Donc, ouais, pour le moment, c'est pas mon moment. Christopher, je sais que lui, il y réfléchit. Ça lui appartient. Et je le soutiendrai toujours de toute façon, même s'il se remettait à temps plein. Peut-être que ça me donnerait le goût de dire, bon, ok, je me remets à temps plein avec toi. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas mon souhait. En tout cas, j'admire que tu as quand même un bon rapport autant avec le salariat qu'avec l'entrepreneuriat parce que c'est pas évident pour d'autres personnes qui ont un rapport quand même assez compliqué avec le salariat et qui si ils avaient la chance de se lancer en entrepreneuriat, ils la saisiraient sans toutefois qu'ils sachent tous les désavantages ou les avantages là de l'entrepreneuriat. On dit souvent, on donne beaucoup de conseils en entrepreneuriat et on dit souvent que c'est bien de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que toi tu penses de cet adage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appliqué dans ton parcours entrepreneurial, c'est-à-dire essayer de t'entourer de personnes qui avaient plus de choses à t'apporter et te couper des gens qui n'avaient rien à t'apporter ou qui te stagnaient un peu dans ton parcours? C'est intéressant comme question. Évidemment, je pense qu'on cherche tous à pouvoir être tirés vers le haut. La réalité, c'est qu'en fait, il y a de tout.
Et quand tu vis des épreuves, bah peut-être c'est parce que tu as suivi un conseil qui était pas le bon, puis tu vas avoir l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est pas vrai que tu vas faire des connexions, des rencontres qui vont toujours t'apporter quelque chose. Mais je trouve que par contre, il y a toujours une leçon à tirer des rencontres que tu fais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Avec Christopher, on a rencontré énormément de monde, puis on continue encore à développer ce réseau qui est vraiment incroyable, et on s'entraide énormément aussi avec les personnes avec lesquelles on a la chance d'échanger. On a eu des mentors qui nous ont aiguillés, parfois de la bonne façon, parfois pas de la bonne façon, mais c'est aussi à nous de faire notre propre jugement. Donc, je te dirais que c'est un mélange des deux. Il y a des bonnes rencontres et des mauvaises, mais elles sont toutes utiles dans ton parcours entrepreneurial. Et puis, c'est des feelings aussi. Il y a des gens avec lesquels tu as envie de faire des grandes choses, et puis il y en a d'autres où tu te dis « Ok, bon, on a eu une bonne discussion, ça m'a challengé à différents niveaux. Je sais pas si on continuera à échanger, mais c'était intéressant. » Parce que ça vient toujours chercher quelque chose en fait en toi, et c'est des signes qu'il faut être avec lesquels il faut être à l'aise. Voilà. On peut pas aimer tout le monde, on fera pas non plus l'unanimité auprès de tout le monde, puis c'est bien d'en avoir conscience. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné en entrepreneuriat? On nous en a donné tellement des conseils, mais il y a quelque chose de très très drôle qui est ressorti, et puis que aujourd'hui on rigole beaucoup lorsque nous-mêmes on est amené à dire cette fameuse phrase de demande de l'argent, t'auras des conseils, puis demande des conseils, t'auras de l'argent. Puis en fait, avec toutes les personnes avec lesquelles on échange, à chaque fois ça nous fait beaucoup rire, parce que on se rend compte que c'est vrai, en fait. Et c'est très intéressant aussi, parce que forcément ton positionnement est différent. Donc ouais, je dirais que c'est celle-là en tout cas qui me vient en tête là tout de suite. Comment on arrive à garder des bons rapports avec son cofondateur en entrepreneuriat? Parce que je me dis, j'entends, en tout cas moi, en profil juridique, j'entends souvent des actionnaires en conflictualité, et ça doit pas être évident. Donc, comment on gère les relations avec entre co-entrepreneurs? Nous, on est très très atypique avec Christopher. Je pense que ce duo, il fonctionne bien parce que on se dit les choses. Parfois, c'est des choses qui sont pas simples. Parfois, on essaye de faire en sorte que ça sonne pas comme des reproches, même si ça sonne comme des reproches. Mais on a cette cette facilité à communiquer. Et puis, en fait, le soutien est tellement important entre nous deux. À différents stades de l'évolution d'Upcycly, on a vécu des choses dans nos vies personnelles qui faisaient que, il y en avait un qui était peut-être moins présent parce qu'il n'avait pas l'espace mental pour pouvoir gérer les trucs de la business. L'autre prend le relais. Moi, je le vois vraiment comme mon coéquipier. C'est ça. On est une équipe. Mon partenaire de crime, que ça marche ou ça marche pas, on est là. C'est aussi ça qui fait que une équipe évolue beaucoup dans un parcours entrepreneurial, c'est que souvent les gens quittent parce que ça marche plus ou moins bien, on s'attendait à autre chose, ou que ça aille plus vite que ça. Sauf que c'est sur la durée, en fait, ça peut pas être comme ça d'un claquement de doigts. Avec Christopher, on est là dans les bons et dans les mauvais moments. C'est comme un mariage, en fait. Il faut dealer avec ça. Et puis, c'est déjà arrivé à des milliers de reprises qu'on se dispute, fort, moins fort. Mais en fait, on rigole tellement tous les deux. Puis, on est capable de vraiment prendre du recul sur que ça soit notre relation en tant qu'amis, que en tant que cofondateur d'une start-up, d'une entreprise, de jouer le rôle de manager de temps en temps, l'un avec l'autre. Mais c'est ça qui fait que aujourd'hui ça roule. Alors peut-être qu'on sera amené un jour à se séparer dans l'entreprise. Peut-être que Christopher, lui, aura des ambitions plus hautes que les miennes. Peut-être que je lui céderai mes parts ou que je me mettrai plus en retrait. Tout scénario est possible. Et même si ça fait cliché de dire que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important, la réalité, c'est que si on se parle pas et qu'on se dit pas les choses, on n'avance pas. Et je pense qu'on est
très bons et très mauvais pour se faire passer des messages. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait que ça réussit, tout simplement. Écoute, on vous souhaite quand même une pérennité dans vos relations Oui, entrepreneuriales. ça va quand même très bien. En tout cas, ça va bien jusqu'à maintenant. Oui. C'est vraiment génial. Avec toute l'expérience que tu as jusqu'à présent, autant dans le salariat que dans l'entrepreneuriat, je suis curieuse de savoir la façon dont tu approcherais le sujet avec tes enfants plus tard, ou si tu as des enfants en ce moment. J'en ai pas pour l'instant. C'est ça, donc tes enfants qui sont sur le point de rentrer sur le marché du travail. Toi, tu as tes propres réflexes vis-à-vis du salariat, de l'entrepreneuriat. Comment tu conseillerais tes enfants sur le bon choix, en fait, à adopter? C'est une question qui est quand même assez difficile dans le sens où quand ils seront à l'âge où ils peuvent lancer des choses entrepreneuriales, même si on peut être tout petit et avoir des idées et puis avoir les prémices de tout ça. Ça dépend dans quelle société on va évoluer, à quoi va ressembler la société au moment où, si j'ai un enfant, au moment où il va me poser la question, où il va commencer à faire des choses. Moi, j'ai cette chance quand même de par mon entourage, de aussi Christopher, on fait beaucoup de veille technologique. Je suis très à l'écoute de tout ce qui se passe. Bon là, en ce moment, c'est beaucoup l'intelligence artificielle. Alors d'ici que j'ai un enfant qui devienne peut-être entrepreneur ou qui ait cette idée, le monde aura changé en fait. Moi, je faisais plutôt partie de la catégorie des gens qui ont peur. Comme j'ai peur, j'y vais pas. Puis un jour, j'ai eu le switch de ça fait peur, mais j'y vais quand même. Puis comme je disais tantôt, c'est ça le courage. Donc avoir le courage d'aller au bout de ses idées, puis de taper aux bonnes portes, tout simplement. Puis des fois elles sont fermées, puis des fois elles s'entrouvent et puis tu t'y attends pas. Donc aujourd'hui, je fais quand même pas mal de mentorat. J'accompagne des jeunes entrepreneurs, tout type de projet à différents niveaux de maturité. C'est toujours la même chose. Teste. Qu'est-ce que tu as à perdre? Au moment où toi, tu penses à ton idée, il y en a déjà 50 à travers le monde, ça se trouve, qui ont la même idée, et encore, ça se trouve, c'est même plus que ça. On a tous au même titre que on a tous une personnalité un peu différente. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. L'idée, il suffit que tu rajoutes un tout petit truc pour qu'elle se différencie des autres. Donc, c'est d'avoir le courage d'oser, tout simplement. Et ça, je pense que peu importe la société dans laquelle on va évoluer, oser, ça fait toute la différence. Puis on peut pas avoir les compétences sur tout, puis c'est pas grave. L'important, c'est de focaliser sur ses forces plus que sur ses faiblesses. Je trouve que, pour faire juste l'aparté, dans le système scolaire français, on appuie beaucoup justement sur t'arrives pas, mais il faut que tu performes, il faut que tu y arrives, et on délaisse un peu les forces des élèves. C'est un peu dommage, parce qu'au final, on voit que les plus beaux résultats, c'est quand les gens focalisent sur leurs forces et non sur leurs faiblesses. Et est-ce que tu écoutes souvent des podcasts? Alors, je m'y suis mise, ça fait environ 2 ans. Avant, j'étais pas fan du format audio, bizarrement. J'écoute beaucoup de musique, j'adore, mais le podcast, je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dans cette bulle et pas faire autre. Enfin, moi, je suis toujours en train de faire autre chose. Donc, faire un podcast, puis faire la vaisselle, enfin, écouter un podcast et faire la vaisselle, il y avait comme quelque chose qui fonctionnait pas. Aujourd'hui, quand je prends du temps pour moi, j'adore écouter les podcasts. Puis moi, je suis très sensible à l'intonation de la voix, donc ça peut être un podcast, ça peut être des histoires d'horreur, parce que oui, j'écoute des histoires d'horreur. Ça peut être des podcasts qui parlent de sujets justement sur l'entrepreneuriat, sur la mode, sur l'économie circulaire. Ça peut vraiment être de tout. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'heures d'écoute de différents podcasts. Ouais. Et est-ce que tu peux nous recommander un podcast en particulier? En recommander un, ça serait difficile. Par contre, j'ai découvert un nouveau podcast qui vient de se lancer. La créatrice de ce podcast s'appelle Maïra. Son podcast s'appelle Moment. Et justement, là, elle est rendue à son 2e épisode. Donc, si on peut lui donner un peu de force, ça serait super. Allez écouter son podcast, c'est vraiment bon.
Génial, donc je le mettrai en barre de description. Ouais. Et est-ce qu'il y a une œuvre, un livre, un film, une musique qui t'a particulièrement inspiré, sans nécessairement que ce soit lié à l'entrepreneuriat? Alors, j'écoute vraiment tout style de musique aussi. Il n'y a pas vraiment de musique qui m'a inspiré quoi que ce soit. En livre, je pense pas non plus. Je pense que c'est plus les parcours des gens que je rencontre sur mon chemin. Ça, par contre, je pourrais écouter pendant des heures, des histoires entrepreneuriales, mais en réel. Ouais. Pas forcément dans un livre, parce que un livre, ça dit beaucoup de choses, puis souvent, c'est des success stories aussi. Je suis peut-être moins fan de ça. Mais des gens autour de moi qui m'ont inspiré, puis qui continuent aussi de m'inspirer aujourd'hui, il y en a quand même vraiment beaucoup. Si je peux en citer une, c'est Annette Nguyen du Schwab Club, qui est une amie depuis plusieurs années. On l'a vue se lancer, elle nous a vu nous lancer aussi. Puis aujourd'hui, cette amitié perdure, puis on s'accompagne beaucoup aussi. Donc voilà, un petit big up à Annette du Schwab Club. Super. Ben, merci beaucoup, Élodie. Le podcast, c'est déjà la fin. C'était super intéressant et enrichissant. Merci. D'apprendre sur ton parcours et tu as donné de très bons conseils en entrepreneuriat. Donc, merci encore d'être venu. Merci pour l'invitation. Je sais pas si c'était des très très bons conseils, mais au moins c'est des retours sincères. Merci beaucoup, Élodie.